Je remercie Patrick Boucheron et Étienne Anheim de m'avoir invité à participer à ce séminaire sur la peste, ainsi qu'Elisabeth Schmidt pour l'organisation en ces temps de Covid. C'est une chance que d'être en présence aujourd'hui. Je vais vous parler d'un homme, Millard Mace, et de l'un de ses livres, La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire. Paru en anglais en 1951, il a d'emblée fait beaucoup réagir. Surtout, il a provoqué des ondes de choc dans la longue durée. À 70 ans de sa parution, 1951-2021, on peut à bon droit affirmer qu'on n'en a pas fini avec ce livre. Ses thèses sur la peinture en Toscane après la peste, les réfutations ou discussions de ces thèses, les révisions ou développement des analyses d'œuvres que l'ouvrage proposait. Il me serait impossible de rendre compte de toutes les publications que la peinture après la peste a suscitées. C'est pourquoi je vais me concentrer sur quelques points choisis. Mon but est de réfléchir à ce qui, dans la proposition de méthode de Millard Mace, reste valable, en dépit des critiques parfois sévères qu'il a reçues et qu'il a accueillies de très bonne grâce. Essentiellement, sa méthode consiste en un art de combiner le savoir du connaisseur à celui de l'iconographe dans l'analyse de la peinture, une exigence de replacer l'étude de la peinture dans l'histoire, et non pas seulement l'histoire de l'art, en faisant la lumière sur les enjeux religieux et sociaux de la peinture. Tout d'abord, très rapidement, je reviendrai sur qui a été Millard Mace dans le champ de l'histoire de l'art au XXe siècle, sur quelques-unes des idées forces qu'il défend concernant la peinture après 1948, et je dirai deux mots de sa réception française, notamment durant les fécondes années 90, la traduction française ici à droite datant de 1994. Ensuite, je détaillerai la réception et l'histoire de la traduction du livre en italien. Un processus laborieux, pour ne pas dire douloureux, qui n'aboutit qu'en 1982, plus de 30 ans après la première parution en anglais et plus d'un lustre après la mort de l'auteur, qui avait tant espéré une édition italienne pour son livre. Enfin, s'il reste un peu de temps, je voudrais que nous regardions ensemble quelques fresques de Spinello Aretino à San Miniato al Monte de Florence, pour voir si la leçon messienne, éclairée notamment par la très belle préface de Bruno Toscano à l'édition italienne, n'offre pas, encore aujourd'hui, des pistes interprétatives stimulantes. Millard Mace appartient à l'une des premières générations d'historiens de l'art directement nés et formés aux États-Unis, là où la génération de ses maîtres s'était formée en Europe et, fuyant le vieux continent, n'était arrivée à New York qu'à l'âge adulte, entre les années 20 et 30. Mace, donc, né en 1904 à Cincinnati, et il meurt à Princeton en 1975. Lorsque paraît La peinture après la peste, en 1951, il est en poste à Columbia. Dans la foulée de la parution, il se voit offrir, en 1953, un poste double à Harvard, un poste de professeur et un poste de conservateur au Fogg Art Museum, qui inclut la collection de primitifs italiens d'Edward Forbes. Pourtant, à force d'insister, on conserve leurs échanges épistolaires, Erwin Panofsky le convainc de quitter Harvard et son musée pour le rejoindre dans le New Jersey et lui succéder à l'Institute for Advanced Study de Princeton, où Mace officie de 1958 à sa retraite. C'est en réalité un retour à Princeton, parce que Mace y avait suivi son premier cycle universitaire en architecture. Dans The Eye of the Tiger, Marilyn Aronberg-Lavin a reconstitué l'histoire du développement pionnier des études d'histoire de l'art et d'architecture à Princeton, dès le dernier quart du 19e. Lorsque Mace y étudie dans les années 20, donc la tradition y est bien implantée. Il poursuit ses études à New York, où il a Erwin Panofsky comme enseignant. Et c'est à ce moment que Panofsky le repère. Mace fait au début des années 30 sa thèse sous la direction de Richard Hoffner, qui le forme à la connoisseurship. Mace se rend très tôt en Italie pour observer les œuvres qu'il étudie. Et surtout, il y retourne régulièrement. Notamment, il est l'un des principaux organisateurs de l'aide états-unienne à la reconstruction des bâtiments et œuvres bombardés après 1945, puis des bâtiments et œuvres endommagés après l'alluvion de Florence en 1966. À ce titre, l'Université de Florence lui octroie la Laurea Honoris Causa en 1968.
Grâce à la formation de connaisseurs reçue d'Hoffner et celle d'iconographe reçue de Panofsky, combinée à sa grande familiarité avec les œuvres qu'il étudie in situ, en Italie, année après année, Meis mûrit un ambitieux projet de livre qu'il met à exécution tout au long des années 40 et dans lequel il s'essaie à une analyse d'ensemble, j'insiste dès à présent, des changements qui adviennent dans la peinture toscane de la seconde moitié du Trecento. Voici le plan du livre, donc, et de ses 7 chapitres. On peut décomposer le modus operandi de Meis en 4 opérations, selon Bruno Toscano, l'un de ses lecteurs les plus attentifs. Tout d'abord, 1. Il identifie, je cite, un phénomène de changement dans le style de la peinture. C'est vaste. Du second Trecento. En somme, il expose sa thèse. Deuxième opération, il rassemble comme autant de preuves les signes tangibles de ce changement, concrètement en procédant à d'attentives lectures iconographiques d'œuvres. Je vais faire défiler des images et j'en commenterai certaines, mais pas toutes. Vous me direz si vous voulez des détails plus tard. Troisième opération, Meis examine la situation globale des villes de Florence et de Sienne à la veille de et durant les années du changement qu'il a identifié. Il adopte un point de vue historien ample sur les sociétés urbaines où les œuvres sont produites et la part de la religion dans leur commande. Dernière opération, 4 donc, enfin, et c'est sur cette dernière qu'il a reçu le plus grand nombre de critiques, il avance que les aspects de la peinture étudiée pourraient être expliqués par les événements et situations examinées au point précédent. Alors, dans sa préface à l'édition française de 1994, commentée par Patrick Boucheron dans ses cours ici même, Georges Didier Huberman précise, je cite, « L'erreur de beaucoup d'historiens aura été de s'imaginer que l'art du milieu du Trecento pouvait fonctionner comme le document représentatif d'une réalité historique. Or, il n'en est rien. Tel est le degré minimal de complexité d'un document. » Fin de la citation. Meis, en effet, ne part pas en quête d'une iconographie littérale de la peste, au risque de vous décevoir. Il mène plutôt l'étude d'une foule d'autres thèmes. L'évolution de la représentation du Christ enfant, du Christ adulte, l'évolution, la remise à l'honneur de certains thèmes tels que la Pentecôte ou de la représentation de Marie, la représentation des prêtres et de la hiérarchie ecclésiastique. Il guette, il cartographie plutôt des phénomènes de grande envergure, tels que, pour prendre quelques exemples, un revival du Duecento qui se manifesterait au second XIIIe siècle, ou bien le développement, l'expression du sentiment de culpabilité, de la pénitence et du mysticisme, il s'en sert comme titre pour un chapitre, dans la peinture, ou encore la centralité prise dans la composition picturale après 1348 par les figures détenant l'autorité ecclésiastique. Après les pertes démographiques immenses au cœur du XIVe siècle, la représentation de la hiérarchie ecclésiastique serait l'une des traces les plus claires des changements dans l'iconographie, c'est-à-dire en fait dans les exigences spirituelles de commande des images religieuses, bien plus tangibles qu'une visualisation directe de la faucheuse ou autre amoncellement de corps morts, qui reste circonscrite, non pas inexistante, mais circonscrite. Le travail de recensement et de commentaire de l'iconographie du macabre, pour ne jeter qu'un nom, mais il y en a beaucoup, je pense à Jean Wirth en 2011 par exemple, a été très bien mené, mais par d'autres d'ailleurs. Et ensuite, justement, aussi en réaction très forte au livre de Meis, Georges Didier Huberman souligne la fragilité de toute tentative pour penser les événements historiques comme des cause de ce qui se figure dans les arts visuels. Comment penser un événement autrement qu'en termes de causalité historique standard, s'interroge-t-il et s'interrogeait Solal Abélès tout à l'heure. Il me semble que dans l'article Images et événements de Bachet que tu as cité, une formule très efficace est que l'art ne reflète pas tant la société qu'il l'interprète. En effet, Meis prouve bien cela.
il essaye d'offrir une vue, si ce n'est panoptique, en tout cas très ambitieuse de l'art d'une époque. Pas d'en épuiser un thème en particulier, mais d'en établir une compréhension synthétique. En amont de la réception francophone de Meis, que, en réalité, dès André Chastel, je qualifierais d'assez réceptive, une réception réceptive, et qui s'est vraiment manifestée surtout entre les années 90 et 2000, à laquelle je viens de faire allusion. Je vais maintenant repartir aux années 50 et de l'Italie pour voir quelle réaction bien différente y a suscité la peinture après la peste. Carlo Ludovico Ragghianti a réservé un accueil froid à la peinture après la peste. Il lui a reproché de faire de l'histoire sociale et de la psychologie historique, d'avoir un propos trop générique et de pécher par excès de simplisme. Ragghianti dit encore préférer Florence et ses peintres de Frédéric Antal au, je cite, sociologisme de Meis. Alors même que Meis s'est toujours montré compétent dans l'analyse des œuvres et disponible dans l'organisation de leur conservation-restauration, il n'a pas le plaisir de se voir reconnaître ces deux compétences en Italie de son vivant. Avec une formule très réussie, ici en bas du carré de légende, Jennifer Cook a récemment baptisé cela les Italian Misfortunes, les malheurs ou les mésaventures de Meis, ce qui nous apprend d'ailleurs qu'on devrait prononcer Miss, mais je vais continuer à prononcer à la française Meis. La jeune chercheuse, d'origine états-unienne, mais étudiant et résidant à Turin, vient de publier une monographie sur notre auteur, dont vous avez la couverture à droite dans la version anglaise qui est parue cet automne et qui est la traduction d'un original italien de 2015, où vous avez tous les mots-clés de Meis, le fait qu'il est aussi conservateur et le fait qu'il circule de la connaisseurship à l'iconologie jusqu'à la Kulturgeschichte. Jennifer Cook reconstruit dans son livre, entre autres pages de la vie de Meis, ses efforts pour obtenir de son vivant la traduction de la peinture après la peste dans son pays d'élection, l'Italie. L'aventure dure une vingtaine d'années. Le projet de traduction en italien voit le jour dès 1963. Plusieurs éditeurs, Neri Pozza, Sansoni, sont envisagés. Meis choisit dans un premier temps Neri Pozza, dont il reçoit la proposition formelle de traduction en avril 1968, la même année de la laurea honoris causa. Les choses sembleraient se débloquer en Italie. Mais la première traductrice, dont le nom vous dira sans doute quelque chose, Emma Cantimori Mezzomonti, décède alors qu'elle vient de commencer à traduire. Une autre traductrice reprend le flambeau en 1970, toutefois cette fois pour des raisons complexes d'insatisfaction réciproque. Le projet éditorial échoue et reste au point mort. La situation ne se fluidifie qu'avec un changement d'éditeur et le passage à un projet de traduction chez Einaudi. Là, je vais vous demander de vous concentrer sur la citation numéro 4, mais j'ai mis les autres à dessein pour éventuellement provoquer des réactions plus tard. Meis a d'abord plaidé la cause de son ouvrage auprès de Lamberto Vitali chez Einaudi. Pourquoi donc le livre de Frédéric Antal a-t-il été traduit en Italie dès 1960 et non le sien, demande-t-il à Vitali. Après ce premier contact, c'est le rôle d'Enrico Castelnuovo qui s'avère décisif dans l'aboutissement du projet de traduction chez l'éditeur turinois. Castelnuovo est entré chez Einaudi au début des années 60 pour diriger la Piccola Biblioteca Einaudi, créée en 1960, et la Biblioteca di Storia dell'Arte, qui avait été créée en 1941 par Ragghianti. Mais la roue tourne justement. Avec Giovanni Romano, Castelnuovo établit des listes devenues célèbres de livres importants, aussi bien du point de vue de la méthode que du contenu, et qu'il faut que l'Italie publie. Ces listes incluent Chastel, Wittkower, Faucillon, Hauser et Meis. Enfin, en 1974, une nouvelle traduction est réalisée par Laura Lovisetti et Mirko Tavoni. Malheureusement, Meis meurt sur ces entrefaites. Mais sa femme, Margaret, gère la suite du projet éditorial. D'un point de vue méthodologique, Castelnuovo prépare le terrain pour un nouvel accueil au livre de Meis en Italie avec un article dans la revue Paragone, donc intitulé Per una storia sociale dell'arte, pour une histoire sociale de l'art, où il valorise la manière qu'a Meis de traiter le lien art-religion par opposition à Frédéric Antal.
Einaudi publie sur ces entrefaites, dans ce processus en 78, Michael Baxandal et Pitture ed esperienze sociali, qui a été traduit en français L'œil du Quattrocento. Et enfin, en 1988, au sein de la Piccola Biblioteca Einaudi, paraît Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera, avec une introduction de Bruno Toscano. Ce texte, c'est bien plus qu'une introduction. C'est un texte en 3 temps qui est un vrai plaidoyer, une grande réhabilitation. D'abord, il dresse un cadre général de l'histoire de l'art aux États-Unis à partir des années 20-30, replaçant attentivement Mace dans son réseau états-unien. Ensuite, Toscano procède à une présentation d'ensemble du livre sur la peinture après la peste. Enfin, Toscano s'attarde sur les principales réserves dont l'ouvrage a fait l'objet, notamment ce qu'on a appelé la révolution du Camposanto, c'est-à-dire l'attribution à Buffalmacco des fresques du Camposanto de Pise et leur datation avant et non pas après 48, qui a, au moment où elle a eu lieu, fait basculer Mace, on aurait pu croire définitivement dans le camp de la péremption. En réalité, il a ressuscité, en replaçant Mace dans sa génération, aux côtés d'autres auteurs tels que Meyer Shapiro, en convoquant abondamment la parole de Panofsky, abondamment cité dans sa préface. Toscano assoit la légitimité de l'opération de réhabilitation. À quoi il s'attelle? De ce savant dosage entre histoire de l'art et histoire que Mace met au point au service de sa compréhension de la peinture, Toscano se plaît à dire que, je cite, « Sans triomphalisme aucun s'y reflète la conscience chez Mace de la validité d'une méthode perçue comme supérieure. » Fin de la citation. On mesure le chemin parcouru depuis le sociologisme balayé avec dédain par Raggianti des années 50 aux années 80 en matière d'ouverture disciplinaire de l'histoire de l'art italien. Même si elle est tardive et post-mortem, ce n'est pas une petite victoire. On reconnaît à Mace qu'en réalité, il est le premier à se confronter à cette peinture du second Trecento, largement délaissée par la critique italienne. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir choisi un sujet qui n'était en Italie même pas communément admis comme prestigieux. Ce genre d'immenses fresques qui sans doute aux Italiens paraît inadmissible. Il n'y a qu'Émile Malle qui s'est lancé dans des entreprises du genre avant lui et peut-être Jean Wirth l'a retenté avec sa trilogie récemment. Mace se situe à mi-chemin. Au contraire, Mace déclare intéressantes les manifestations de régression et d'archaïsme figuratif. Il n'opère pas de hiérarchie entre une peinture avancée et une peinture périphérique ou retardataire. Mace se consacre à l'étude d'artisans de second plan parce qu'il considère l'art comme un fait, je le cite, comme un travail, comme un processus matériel. Fin de la citation. Parce qu'il convoque ensemble le sens stylistique et le sens iconographique, en refusant de choisir entre les deux, ni de donner de priorité à l'un ou l'autre. Le résultat global du changement qui se jouerait dans la peinture autour de 1350 serait un passage du narratif ou du récit au rituel. Là encore, vous me direz si on développe plus tard. Dans le passage d'une génération à l'autre de peintres, d'Ambrogio Lorenzetti à Bartolo di Fredi pour Sienne, Andrea Orcagna étant le meilleur représentant pour Florence, juste pour donner quelques noms. L'équation nouvelle iconographie, nouveau style de Mace emporte la conviction de l'observateur parce que la méthode qu'il met en place conduit l'histoire de l'art à se confronter concrètement avec l'histoire en général. Pour Toscano, et c'est un soulagement de le lire, du moins pour moi, dans le volume d'Einaudi, il est tout à fait naturel qu'à 30 ans, 1951-1982 de sa première édition, et à au moins 40 ans de sa conception, le livre fasse l'objet d'observations non seulement sur certains points de détail, la révolution de Camposanto, ce n'est pas un petit détail, mais c'est un cas, mais l'objet d'une discussion globale. L'efficacité avec laquelle Mace s'est lancé dans ce tableau du second Trecento tout entier ne fait pas le moindre doute. Et il conclut, pour finir, que le livre, je le cite, et je pense que
le fait que vous m'ayez demandé de parler de lui aujourd'hui en est la confirmation, suscitera certainement longtemps encore l'admiration inconditionnelle de ses lecteurs. Inconditionnel ne veut pas dire acritique, mais les dimensions pour lesquelles la peinture après la peste a été amendée par des apports des nouvelles recherches historiques durant toute la seconde moitié du XXe et maintenant le début du XXIe sont variées. Elles touchent à l'économie autant qu'à l'iconographie. Je voudrais m'arrêter sur une piste analytique lancée par Toscano que je trouve très fertile et la soumettre à votre jugement. Ce serait exclusivement dans la représentation du démon et du mal, plutôt que dans une représentation directe, et ça tu en as parlé cette année, de la mort ou de la maladie, propose-t-il, que l'expressivité de la peinture se serait manifestée après 1348. Tournons-nous vers les fresques de Spinello Aretino pour mettre à l'épreuve cette proposition. Dans le cycle de fresques qui se déploie sur les 4 murs de la sacristie de San Miniato al Monte, on est dans les années 1380, dans des années où la peste ne cesse de revenir et de harceler les Florentins. La vie de Saint Benoît est interprétée par Spinello comme habité par les démons et le mal, et pourtant, dans toutes les représentations, les corps humains demeurent remarquablement intègres et sains. Je prends quelques exemples rapidement pour arriver vers une fin. Dans la scène 5 du cycle, c'est une scène de tentation. Benoît est tenté par le diable qui prend l'aspect d'un oiseau noir. Et il résiste en se jetant dans les orties et les ronces. Le titre officiel, vous l'avez là. En se blessant la peau, il chasse de son corps la blessure de son esprit. Un peu plus loin, dans la scène numéro 9, au Mont Cassin, un novice est tenté par le diable qui veut l'éloigner de sa fraternité. À droite, Benoît se saisit du jeune moine et le libère du diable en le flagellant. Un peu plus loin encore, à la scène 12, au premier plan se tient un diable sur une pierre que les moines souhaitent employer pour une construction. Toutefois, ils ne parviennent pas à le soulever à cause du poids du diable. Benoît le chasse et rend possible le projet de construction. Dernière image, Benoît ressuscite un moine tué par un diable. Au fond, le diable entraîne la mort d'un moine que vous voyez littéralement écrasé par les gravats en provoquant la chute d'un mur. Au premier plan, les moines tiennent la toile dans laquelle est transporté le mort, ressuscité par Benoît. Dans toutes ces scènes, Benoît est formateur, bâtisseur, faiseur de miracles. En lui s'incarne l'autorité et la puissance ecclésiastique. Et la multiplication des démons symbolise la lutte sans cesse renouvelée contre le mal. Dans cette interprétation du fondateur de l'ordre des bénédictins, donc on est dans les années 1380, plusieurs points centraux dans l'analyse de Meis, certaines analyses auxquelles il a consacré des dizaines de pages, me semblent confirmer. Le revival du Duecento, d'une part. Alors, bien sûr, pour Meis, et c'est là où on peut toujours le corriger et le compléter, je crois, le revival du Duecento était tourné presque exclusivement vers Byzance. En réalité, je crois qu'on peut compléter en lui donnant en partie raison et en disant, certes, mais la peinture de la fin du Trecento regarde aussi vers la fin du Duecento italien. Là, je vous ai mis l'exemple des diables, je pense, les plus célèbres, en tout cas chez les éditeurs français, pour tous les manuels concernant l'histoire italienne médiévale. Et donc, il y a une connexion là. Autre thème qui est mis en avant sans cesse par Meis, c'est les sentiments mystiques. Benoît qui se jette dans les ronces, l'abbé qui libère le jeune frère en le flagellant. Tous ces épisodes forment autant d'exemples concrets des sentiments que Meis a mis dans le chapitre central de son œuvre. La culpabilité, la pénitence, l'extase. C'est ce qu'il a vu principalement en la grande absence de la représentation massive de la peste. Ensuite encore, l'affirmation du pouvoir ecclésial. L'institution ecclésiastique, la force de sa hiérarchie, nous disait Meis, prend une place centrale. Benoît, dans la peinture de Spinello, est ce corps puissant. Ici,
il est, vous voyez, dans l'alignement de la colonne d'une église déjà construite à laquelle il permet de se développer. Bon, j'ai pris cet exemple, bien sûr, il ne faut pas le fétichiser, on aurait pu mobiliser tellement d'autres exemples, mais il m'a semblé particulièrement parlant parce que le peintre semble déployer une bonne partie de l'arsenal visuel identifié par Meis comme représentatif du grand silence, de la peinture après 48, qui parle de façon détournée du mal qui a frappé. Pour finir, je voudrais faire un pas de côté et convoquer dans cette réflexion l'architecte et écrivain libyen Hicham Matar. Dans Un mois à Sienne, qui est paru il y a quelques semaines, Hicham Matar relate ses déambulations dans Sienne pour y apprécier la peinture du XIIIe au XVe siècle, dont il est un amateur depuis plusieurs décennies. Il écrit des pages fascinantes sur le temps qu'il consacre à regarder les tableaux. Mais ce qui m'intéresse ici est le chapitre qu'il intitule « Le problème que pose la foi », dans lequel il revient sur la peste noire. Il raconte d'abord comment, étant enfant, je le cite, il a passionnément aimé lire Ibn Battuta. Mais il se souvient d'avoir été bouleversé par la description de Damas en temps de peste. Puis, Hicham Matar mentionne Ibn Khaldoun, je cite, Khaldoun. Une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle emporta les populations, les engloutissant, et tandis que l'humanité périssait, la civilisation périssait aussi. L'ensemble du monde cultivé changea d'aspect. Fin de la citation. Matar rappelle qu'Ibn Khaldoun avait 17 ans quand la peste noire déferla et qu'elle emporta ses parents. Surtout, il interprète ainsi son propos, je cite Matar. Lorsque Khaldoun écrit que l'ensemble du monde cultivé changea d'aspect, il semble parler d'une altération sociologique en même temps qu'intime. Cette phrase éclaire deux directions opposées. L'une tournée vers le monde extérieur, l'autre vers l'intérieur de soi. Fin de la citation. Je crois qu'ici, Matar touche à quelque chose d'essentiel, dont on peut faire trésor pour comprendre la force du livre de Meis encore aujourd'hui. En intitulant son livre « La peinture après la peste », l'intention de Millard Meis n'a jamais été de cerner ce qu'on pourrait appeler une iconographie de la peste stricto sensu. Son intuition et son ambition étaient tout autres. Ce dont Ibn Khaldoun se fait le témoin direct avec ces mots, la peste engloutissait l'humanité, le monde cultivé changeait d'aspect. Millard Meis s'est efforcé depuis le XXe siècle, à 600 ans de distance, 1348-1948, de mettre en place une méthode de rassembler des preuves qui permettent de le toucher du doigt. Le langage pictural toscan est sa porte d'entrée à lui, mais la compréhension qu'il essaie de déployer, convoquant connoisseurship, iconographie, histoire religieuse, histoire sociale, histoire littéraire, vise ce changement d'aspect du monde cultivé. La capacité de Millard Meis à faire une histoire de l'art renouvelée dans l'histoire en général, qui se préoccupe du sociologique et de l'intime, du monde extérieur et de l'intérieur des sujets, pour reprendre les mots d'Hicham Matar, est ce qui garde à sa proposition méthodologique une validité, indépendamment des nécessaires critiques et mises à jour qui ont été apportées au fil des décennies à ces analyses d'œuvres. Je vous remercie.